Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Monique Dixot, le naturel philosophe, essai sur les dialogues de Platon. Le premier, Platon a signifié ce qu'est philosopher. Il recherche l'universel ou le nécessaire, fonde et enracine un système. Genèse d'une idéalité dont le logo est à la recherche de son nom. Les dialogues sont écrits, or selon Platon lui-même, aucun écrit n'est philosophique. Mais c'est l'écriture figée, incapable de s'adapter aux circonstances, face à l'actualité, la souplesse, de crainte d'être appelé sophiste, honteux d'écrire des discours et de laisser subsister après eux des écrits. Socrate, ce sont ceux qui sont le plus fiers d'eux-mêmes, qui ont le plus grand désir d'écriture et de cette survivance de l'écrit. Écrire est une occupation qui n'a pas en soi de valeur, ni honteuse, ni admirable. Ceux qui écrivent révèlent en premier leur valorisation et leur besoin d'écriture. Laissez derrière eux des écrits comme dignes de louange, usage rhétorique et théâtral. Le discours vivant et animé par le savoir n'est pas du tout le discours qui posséderait un savoir ou qui parlerait au nom d'un savoir. La dialectique est l'exercice inspiré entre savoir et opinion, exploration infatigable des hypothèses. Rencontrant ainsi la vérité et l'intelligence, cette libre errance s'oppose à l'écrit. Résultat figé d'un usage servile et rhétorique du logo, discours écrit et discours dialectique manifeste une dualité de but, d'effet, d'usage et de désir. La philosophia signifie la manière propre qu'a l'intelligence de désirer, l'unité de l'intelligence, du désir, de la puissance. Le logo est l'exercice même de cette unité. Sous l'effet de la philosophia, le discours se met à divaguer et à errer, à dialoguer non pas pour obtenir la vérité, mais parce que divagation et errance sont la condition de la rencontre du vrai. Pour divaguer, il ne faut pas en constituer le sujet, logo anonyme et sans date. L'écriture de l'écrivain se caractérise par sa fixité et fait de l'écriture le moyen, la techné privilégiée de son immortalité. Entre le logo fécond, lieu de recherche et de la rencontre du vrai, et l'écrit exhibition d'un déjà pensé, déjà trouvé, il n'existe pas de bonne écriture. Le logo dans son seul bon usage est dialectique, et les formes les plus hautes ne sont interrogées et saisies que par lui. Le logo vrai est dialectique, et en tant que tel a un statut ontologique. L'usage non dialectique du logo est celui du poète, des amoureux de l'écriture. Aucun écrit n'est philosophique, caractère déficient. La philosophie non écrite pourrait s'identifier à un dernier genre de connaissances transcendant, à la dialectique et à toute forme de logo. La contemplation ultime d'un ineffable ferait de la dialectique, science suprême. Non écrit signifie une manière de vivre. Pour un vrai philosophe, le problème n'est pas de vivre, mais de bien vivre. C'est de la philosophia que le bien de bien vivre reçoit sa détermination, et non d'une morale. Il n'y a pas d'écrit philosophique, mais des discours philosophiques, nous rendant plus féconds et inventifs. Quand on écrit, on est sophos. La parole en est délivrée. Sans logo, pas de philosophia, et le dialogue est l'exercice beau, libre, difficile de la philosophia. Dialoguer, c'est interrompre les discours des autres pour les soumettre à l'examen. L'ironiste se met à l'écoute du discours de l'ignorant, du faux savant, de celui qui a une compétence. Le dialogue, le platonicien, n'a d'autre fonction que de maintenir ouverte la dimension interrogative au cœur même de la réponse et la dimension inventive au cœur même de la question. C'est le logo qui questionne, qui est questionné et qui répond. La nature dialectique du logo signifie chez Platon le dépassement de l'antinomie du négatif et du positif. Celui qui questionne activement se laisse conduire par le logo. L'originalité du philosophé ne consiste pas plus à savoir questionner qu'à savoir répondre. Le dialogue est bien ce qu'il y a de plus difficile dans la philosophie. Seule la totalité est signifiante, et que chaque élément n'acquiert la signification et sa fonction dans le tout.
et droitement philosophe selon Platon, que celui qui n'hésite plus sur ce qui a la puissance de l'affecter et qui a pris la juste mesure du décalage entre savoir, apprendre et enseigner. On peut savoir et pouvoir oublier. Pour savoir sans pouvoir oublier, il faut ce qu'on a appris, se l'être enseigné à soi-même. Et pour savoir qu'on a appris qu'on préfère vraiment ce qu'on préfère, il faut être capable de la communiquer. Les dialogues appellent une lecture en force, en puissance. Rien n'est plus fort que le savoir. Les dialogues sont l'exercice de la philosophie en rapport à son logo, se mettre à l'intérieur des dialogues, plutôt que de la théorie des idées, de la vertu ou de la cité idéale. C'est d'abord dans les dialogues, de cet avenir encore à venir, qu'il s'agit. Sophia, habileté, art, savoir et sagesse. Le premier Pythagore s'est appelé philosophe dans ses entretiens de Sicyone avec Léonce, tyran. Aucun homme n'est sage, et que la sagesse est le privilège des dieux. Un philosophe est un aspirant à la sagesse. Souci de limiter une prétention, de corriger une démesure. Le préfixe introduit une dimension d'aspiration, différent entre l'homme et le Dieu. Idéal, inaccessible, mais nécessaire pour orienter le désir et la quête, mouvement qui tend vers elle. Tout en le perpétuant à l'infini, il est improbable que Pythagore ait réellement fabriqué le mot. Mais le problème n'est pas historique, mais sémantique. La sophia s'attribue à ceux qui sont habiles, mettre en la tâche qui leur est propre. Être sophos signifie dominer son matériau, sa langue, ses connaissances, et aussi se dominer soi-même, dominer les autres. La sophia est maîtrise de la difficulté. Le mouvement va du particulier vers l'universel. Degré d'excellence dans l'accomplissement d'un art ou d'une activité. La sophia a besoin d'être reconnue et célébrée. La sophia appelle à un usage exceptionnel de la langue. Elle est la dimension inspirée de toute œuvre humaine. Elle appelle un langage qui rompt avec l'usage commun, celui des inspirés et des poètes. Art de surmonter les difficultés, la sophia est liée dès l'origine au langage poétique, qui n'est fait que de difficultés surmontées. Les sophistes viennent rompre l'alliance et déplacent la difficulté de la forme vers l'effet à produire, mais restent habileté magistrale, art de dominer et de vaincre. La sophia marque la présence du divin dans l'inspiré, le sage. C'est à cette délivrance du daimon que le pythagorisme aurait donné le nom de philosophia, désignant par là l'exercice complet, total, à la fois corporel, psychologique et théorique de la purification. Science divine car réservée aux initiés, à ceux qui se sont rendus capables de saisir les principes cachés. Elle requiert un apprentissage, une philosophia. Le chemin peut être parcouru, le philosophe peut devenir sage, acquérir cet art souverain de vivre, d'agir, de connaître et de contempler. La tradition a projeté sur le sens pythagoricien un autre sens, cherchant à faire coïncider l'apparition historique avec l'originalité sémantique. Ce faisant, elle a inventé une origine fictive. Constituant l'image de la philosophie comme aspiration vers un impossible savoir, vérité trop haute pour l'homme. Pythagore n'a pas créé la chose, mais Platon. En introduisant dès l'origine une dimension de désir, la tradition projette en arrière de Platon une partie du sens qu'il a créé. Platon donne au désir un autre objet, par réduction de la sophia. La tradition ignore cette réduction et maintient la sophia comme fin de l'aspiration. Elle substitue une sophia idéale, science divine, à l'ancien idéal de sophia. Art difficile, mais non pas impossible. Un savoir réservé à certains, mais non pas refusé dès le principe à tous. Se nomme sage celui qui possède une âme riche et élevée, celui qui a l'art de discerner et d'extraire le sens, pratique la sophia et philosophos. L'historien ne doit s'informer que pour rechercher la sagesse, philosopher, l'enquête. Le sage doit accumuler que pour réfléchir et comprendre. Le savoir nombreux n'enseigne pas l'intelligence. Pythagore travaillait à savoir plus qu'aucun homme au monde. La science du multiple implique l'intelligence de sa vérité. Saisir le lien, l'organisation, le principe, l'expérience, le voyage, la diversité des connaissances sont pour le sage autant d'occasions d'affirmer sa sophia. En quête de sagesse, tu parcours tant de pays, philosophons.
Crésus saluant la sagesse de Solon. Solon est sage car il a voyagé pour comparer et confronter. Sa sagesse ne tient pas à la quantité de choses qu'il a pu voir, mais à sa manière de voir et d'étudier. Art de ramener le multiple à la règle. Le sage sait voir et dire que la règle est plus importante que l'exception. La sagesse de Solon éclate dans sa réponse du savoir tragique qu'il a de la mort comme seul critère du jugement, comme vérité secrète de la vie. Il n'y a pas d'autre vérité de la vie que la mort. Être philosophe, philosopher, signifie pratiquer la sophia en la cherchant. Personne à part un Dieu est sage. La sophia est divine et le sage est un homme divin. Platon reprend le thème de la déliaison et de la délivrance. C'est à l'âme qu'il faut s'adresser et c'est sur elle qu'il faut agir. La contemplation doit couronner le mouvement d'une recherche qu'elle transcende plus qu'elle ne l'achève. Faute de pouvoir être sage ou dans l'espoir de le devenir, il faut selon Platon être assez sage pour se mettre à philosopher. Jamais Socrate se dit sophos, ce sont les hommes qui le croient habile et le Dieu le déclare sage. Son inscience est condition négative. La sagesse humaine consiste à savoir qu'il faut philosopher. Ironie. Dans leur traité, les médecins philosophes voulaient établir la réalité d'un art médical contre les partisans du hasard, Hippocrate. La dialectique, cette création des Éléates, ne détruit la validité de l'opinion, doxa, que pour mieux assurer la différence de la vérité et du savoir requis pour la saisir, la sophia. L'expérience est à l'origine de toute techné, et en particulier de celle qui arrache le cours de notre vie au hasard. Cet art est la plus haute sophia, puisqu'il est l'art du logo, seul capable de s'asservir toutes les puissances. Dunaméis. Sagesse et folie, philosopher ni trop ni trop peu. Philosopher signifie se cultiver, difficile équilibre de forces contraires, se compensant avec subtilité, avoir le goût des choses, de l'esprit, la juste mesure. Aimer le beau, c'est en prendre la juste mesure. L'amour du beau est inséparable du philosopher. Le philosophe est un amoureux rude, va-nu-pied, vaillant et aventureux, un chasseur habile, assez rusé pour faire de la sagesse le nom propre de sa folie. Le sophiste, Protagoras, le premier à oser prendre ce nom, projette dans son nom l'image qu'il veut représenter et qui est le savoir. Le sophiste est savant aux yeux des ignorants. Ils disent qu'ils savent, l'habileté à parler accaparant le logo dont il sait la puissance, illusion du savoir, opinion dont il fait commerce. L'inscience n'est pas une comédie, l'ironie socratique signe d'une supériorité de posséder un savoir dont l'interlocuteur est dépourvu, distance du paradoxe. L'aporie de l'errance constitue le signe d'un manque de savoir ou une impuissance à savoir. Socrate, l'ignorant, interroge les sages, l'impertinent qui rappelle que le savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà en savoir plus. Philosopher désigne l'occupation de celui qui n'est ni sage du savoir des savants, ni ignorant de l'ignorance des ignorants. Les mauvais ne philosophent pas, les bons non plus. Le philosophe n'est pas ami de la sophia, mais du bien et de la science en tant qu'elle peut lui faire connaître le bien et tant qu'elle est science du bien. Philosopher serait pour l'homme une forme de salut, désir de savoir. Le sophiste est celui qui prétend tenir la place du philosophe. L'âme oriente l'appétit vers l'objet, impulsion élan vers la raison d'une sage modération. Éros, tyran, se trouve opposé à Éros, philosophe, le mauvais et le bon, être lié érotiquement à la vérité. Le désir est arrivé à l'intelligence de lui-même. Éros est cause et il tend vers l'immortalité. Éros tyran entraîne la destruction du soi-même par un désir de vivre. Éros perverti, opérer une classification des espèces d'éros. On opère une classification des objets vers lesquels il nous porte. Appétit du vin, de l'argent, de la puissance ou bien de l'amitié. L'intensité fait toute la différence. La façon dont il se relie au désir pour l'exprimer ou le réprimer. La philia est un appétit qui porte les corps, les âmes vers les âmes. Les semblables sont amis qui, s'ils sont semblables selon la valeur et l'égalité, est équivalence. La philia, manière de désirer, est liée à un discours raisonnable et humain. La raison
tente de réfréner la sauvagerie de l'appétit et lui préfère un désir apprivoisé qui voit plus qu'il ne désire. Tout désir est désir d'unicité. Tout désir ne désire que ce qui est unique, à la forme de l'un. Eros, philosophe, opère l'unité du positif et du négatif. Socrate partage la couche d'Alcibiade et s'abstient. Passion du refus, acharnement à résister. La philosophia refuse l'opinion, la croyance, le préjugé, et prend plaisir à détruire la bêtise, l'ignorance, la suffisance. Le philosophe est amoureux, sublimation d'un éros identifié à l'appétit. Dire oui à l'intelligence. Socrate, choisissant une manière différente de parler et de s'adresser aux autres, appelle et engendre une image d'une autre manière de vivre, choix du genre de vie. L'homme qui a choisi d'être philosophe ne peut échapper au jugement. La puissance de Socrate est cachée, différée, car elle est propre à l'intelligence, et le premier imbécile venu fait preuve de dérision. Il n'est pas possible de faire l'éloge du philosophe, car il n'est rien d'autre que ce pouvoir de tenir des discours que l'intelligence habite. Je ne suis rien prononcé par Socrate est un appel à une autre manière de voir. Sage surhumain, enchanteur ou intellectuel ridicule, double image de Socrate. La philosophie contribue à former des hommes, non des philosophes. Philosophie de professeurs qui se jugent à la qualité des élèves qu'elle aura formés, utilité dans et pour la cité. Faire de la philosophie une discipline dont la valeur se juge aux qualités et aux capacités qu'elle pourra conférer à ceux qui l'auront étudiée. Rigueur logique, valeur morale, aptitude à bien raisonner comme à bien s'exprimer, prudence et réflexion dans la conduite de la vie. Le Socrate de Platon, le mythe, pas le Socrate historique, a la puissance de nous faire croire qu'il est possible d'être philosophe. Celle du savoir de l'opinion droite. Dans la cité idéale, faire partie de la classe des philosophes, c'est ne prendre aucun risque, seulement allier l'excellence d'une nature à la perfection d'une éducation. Choix d'un genre de vie, le bonheur, eudémonia. Le philosophe est le plus heureux. Il n'y a pas de vérité de la vie, il n'y a que des sanctions, le plaisir, le succès, l'argent. Discerné selon la valeur, Socrate va proposer les choses véritables. La seule vérité concernant la vie à laquelle le philosophe puisse croire est celle que le logo et non pas la vie lui signifie. Il existe une manière de vivre qui est meilleure car elle laisse du temps pour chercher la vérité. Celui qui ne sait pas affairer en tous sens ni se dispenser dans la multiplicité et qui a envoyé promener les honneurs chers à la plupart des hommes. Une vie reliée à la vérité, employée à l'examiner. D'abord, croire, puis prendre pour guide le logo. Pour choisir de savoir, il faut d'abord croire. On s'expose au ricanement, à l'injustice et à la mort. Nul n'échappe à son destin. Viser le meilleur et rejet de ce qui tend vers le plaisir. L'opinion qui commande toutes les autres opinions est celle du bonheur. Le jugement qui nous fait dire « celui-ci est heureux ». Pour qu'on puisse juger riche le sage, puissant le tempérant, heureux le juste, malheureux le méchant, il faut introduire l'âme, le jugement. On choisit de vivre d'une certaine façon. La culture nous évite l'erreur sur le plaisir et nous tourne vers des objets capables de nous en procurer non pas en quantité, mais en plus parfaite pureté. Être juste signifie être tel que les choses du dehors et de l'amitié pour celles du dedans, et préférer réellement subir l'injustice plutôt que de la commettre, être bon plutôt que de le paraître. Avoir le courage et prendre le risque d'être et de rester juste et d'en être heureux. L'évitable, c'est l'injustice. La vérité est ce à quoi aspire la philosophia, si nous philosophons sans ruse. L'opinion vraie est une opinion sur le savoir. Pour bien vivre, il ne suffit pas de penser et d'y prendre plaisir. Choisir de valoir pour en recevoir le prix. La philosophia constitue absolument le moyen du discernement de ce qui vaut et ne vaut pas. Quant au savoir et à la vie, nous pousse à philosopher sainement, droitement et de mener la vie qui vaut le plus en sortant victorieux du combat. Incertitude et risque. Vie et mort ne sont pas des contraires. Le philosophe a le courage de vivre une vie et l'image même de la mort. Le travail sur la détermination du bonheur. Trouver et choisir une vie désirable, triomphe de la vertu sur le vice. Le philosophe est le meilleur et même le seul bon juge, car c'est à l'aide de l'expérience, de la réflexion et du logo qu'il faut juger. Le nœud de l'argumentation
C'est le logo instrument par excellence du philosophe. Logo en tant que raisonnement et critère en tant que discours. Il est instrument. Ainsi, un jugement entre dans le champ de la vérité. Le juste est heureux et le tyran, non. L'existence seule du philosophe suffit à en juger. Être les uns envers les autres des amis et assurer la paix. Relation à l'intelligible, philosophia paisible. Le philosophe s'identifie au désir d'une intelligence sans intermittence. La croyance est inséparable de l'apologie. Faire du philosophe ni un saint ni un héros, mais que l'intelligence puisse donner une forme à la vie. Le philosophe incarne cette possibilité, pourtant il ne constitue pas un modèle. Il représente une certaine manière de désirer et non un modèle. Une certaine manière de vivre, celle qui vaut le mieux. Seul celui qui est mort peut juger celui qui toute sa vie n'a rien fait d'autre que de mourir et d'être mort. Seule manière de vivre du philosophe, déliaison de l'âme. L'appétit est plus fort que la nécessité. Apollon est dieu de la médecine, et dans son œuvre de purification, il a l'usage des filtres, et c'est en buvant un filtre que Socrate est mort. Fais donc comme il nous a bien guéris. Socrate tient du Dieu guérisseur le logo, désir d'examiner et élan vers le savoir. Le coq à Esculape. Apollon tue mais ne détruit pas, il purifie, délie, délivre. La mort n'est pas destruction mais déliaison, réduction d'une peur. Les fêtes d'Apollon retardent la mort de Socrate. Philosopher semblait à Socrate un moyen d'obéir à un Dieu. Devinez le vrai. Mourir, c'est guérir. Saisie du non-visible, mort, purification, condition d'accès à un autre mode d'être que le sensible. Polyscours. Hadès est le lieu du savoir. Les attributs d'Apollon sont ceux-là même du philosophe. Avec Socrate, on passe au dialogue, communique le logo et le fait circuler. Le nom est une image, mais une image qui n'est pas représentation, il est expression d'une chose. Le nom. Platon l'a défini comme action, praxis, acte, manière d'être. La fonction propre de chaque chose consiste à être capable de réaliser un certain effet, inscrire la forme dans la matière. Tous les artisans tournent leur regard vers la fonction propre de l'objet. L'intelligence saisit la forme. Socrate pose comme existante le beau en soi et le bien, pour chacun des étangs. Tout dans le langage est convention. Le logos, ce fils d'Hermès, ce dieu Pan, qui fait signifier et encercle tout, qui sans cesse met tout en circulation. Le logo médiateur entre le divin et l'humain. La philosophia n'est ni un type de connaissance déterminé par la nature, ni un désir déterminé. C'est elle qui détermine en animant le logo et les objets qu'elle pose et le désir qu'elle oriente autrement. Le philosophe est défini par l'objet qu'il assigne à son désir. La vérité, la pensée se reconnaît à une certaine manière de vivre, être mort. Ce désir qui pousse le philosophe à se délier du corps, source de tous les obstacles. Le philosophe représente la possibilité du discours vrai. La pensée est la seule monnaie d'échange, et elle est la seule mesure de la vertu, donner, recevoir. Et va-et-vient du logo, philosopher égale mourir. La mort comme signe de reconnaissance, des liaisons de l'âme et du corps. Héraclite disait « Le nom de l'arc est vie, son œuvre est mort ». Platon inverse, dans son nom la mort est mort, mais dans son œuvre elle est philosophia, c'est-à-dire vie. La mort possède le pouvoir de nous terrifier avec rien et de faire exister ce rien. Amoureux de la pensée et de la vérité, le philosophe est découvert dans son désir à la faveur d'une définition, celle de la mort comme déliaison. Occupé à apprendre, il est découvert dans son activité propre à l'occasion d'une réminiscence de la réminiscence. Sa méthode va se révéler avec la cause cherchée, ce par quoi une chose est ce qu'elle est. La philosophia exerce sa puissance à l'intérieur du savoir. Le philosophe dénonce les simulacres. À la lumière de la vérité, le savoir révèle sa puissance propre. Atteindre l'essence, récuser le multiple pour tendre vers l'un. L'objet du désir du philosophe, ce n'est pas le de savoir, c'est l'essence. Le philosophe est philologue. Son expérience est expérience du logo. L'usage dialectique du logo permet de voir et de voir plus clair. Selon Socrate, le philosophe doit être ferme, courageux et avoir bonne allure. Aux natures capables d'unir les contraires, les naturels philosophes
sont amoureux d'une science capable de leur dévoiler l'essence, et ils sont amoureux de l'essence tout entière. La tempérance est liée au désir, la grandeur appartient à la pensée. La tempérance résulte de l'intensité propre au désir du philosophe, courage, justice. La dialectique est la plus haute science. Analogie avec le soleil, ce rejeton du bien permet de préciser cette nature lumineuse et éclairante. Penser n'est pas une activité inutile, mais une activité qui est bonne en elle-même et dans ses conséquences. Devenir encore plus inventif et d'engendrer encore plus d'intelligence et de vérité et prescrire un ordre qui soit juste. Il existe un plaisir propre à la pensée, choisir la vie selon la pensée. Telle est la route vers le bien. La vie du philosophe est une image du bien et rendre ainsi la vie bonne. Force, orientation d'une force, exercice de cette force, telle est l'expérience que le philosophe a de la philosophia. Pour échapper à l'énorme entreprise de perversion, pour ne pas donner prise à la corruption, à la menace, à la violence, au ricanement et peut-être surtout à la louange, les vrais philosophes n'ont pas d'autre ressource que de s'avancer sous d'autres noms. Le plus grand nombre cherche naïvement les philosophes du côté de ceux qui se prétendent tels et qui prétendent que c'est de la philosophie qu'ils font. Savoir discerner l'authentique philosophe dans celui qui cherche à apparaître comme politique, comme sophiste et qui apparaît certainement comme fou. C'est entre philosophes que le logo circulera libre, la science des hommes libres. Le logo est le moyen de reconnaissance d'une parenté. La hauteur, la liberté sont la mesure propre à la philosophia, la seule juste mesure. L'opinion commune sur ce qu'est le savoir exclut la possibilité d'un savoir autre et exclut le philosophe. Le savoir ne constitue pas le philosophe, mais bien le désir d'un savoir différent. Quant à sa forme, ses objets, son cheminement. De ce savoir, le loisir et la liberté sont non pas les conditions, mais l'élément propre. Pour le philosophe, la pensée, le désir de sa propre perpétuité de pensée. Seul le philosophe est dialecticien. C'est le philosophe qui différencie le savoir. La liberté est l'essence de la vérité. Seul le philosophe fait de la vérité et de l'erreur un problème ontologique, car il pose le problème de l'être en termes de vérité et d'erreur. L'être n'est pas corps, car il a au moins un incorporel, la pensée. Le philosophé n'existe que dans son refus de la sophistique. Ce qui va à l'encontre du bien est aussi ce qui va à l'encontre du vrai. Supprimer l'ignorance en éduquant. Et fou celui qui ne peut jamais vraiment se satisfaire de déduire son savoir à la pratique. La philosophia n'a pas d'autre réalité que cet élan qui pousse à examiner, à errer, et pas d'autre chemin que celui qui consiste à donner et recevoir le logo. Celui qui se plaît à quelque chose se rende semblable à quelque façon aux choses qui lui plaisent. Monique Dixon, le naturel philosophe, essai sur les dialogues de Platon. Merci.